Geoffroy Tory est né à Bourges vers 1480. Il était sans doute le fils d'un laboureur, c'est-à-dire un paysan propriétaire assez riche pour faire éduquer ses enfants. Et Bourges était un milieu favorable, puisque depuis 1463 s'y trouvait une université, que Tory a fréquentée et où il a noué des amitiés. Plus largement, cette ville était un vrai foyer artistique. Aux édifices gothiques comme la Sainte-Chapelle, aujourd'hui disparue, ou le palais Jacques-Cœur, s'ajoutaient des constructions Renaissance novatrices comme l'hôtel L'Allemand et son exceptionnel programme décoratif emblématique. Tory a sans doute fréquenté cet hôtel car il a bénéficié de la protection de Jean Lallemand le Jeune, maire de Bourges et dignitaire de Louis XII puis de François Ier, par ailleurs grand amateur de manuscrits enluminés. Entre 1507 et 1513, Geoffroy Tory enseigne dans plusieurs collèges parisiens et prépare des éditions critiques de textes classiques. Ce manuscrit autographe est préparatoire à l'édition, paru en août 1512 chez l'imprimeur Henri Estienne, l'ébauche de compas dans la lettrine est sans doute le seul dessin sûr de la main de Tory. Après un séjour à Rome, vers la fin des années 1510, Tory rentre à Paris et publie un poème dédié à sa fille de 10 ans qui vient de mourir. Le texte s'achève par une gravure qui synthétise la peine et l'esthétique de Tory. Un vase à l'antique brisé, symbole de la fragilité humaine, posé sur un livre clos de 3 cadenas. Ce livret marque un tournant dans la carrière de Tory. De professeur, il se fait libraire et bientôt imprimeur. Le motif du pot cassé réapparaît sous diverses formes dans ses livres, à la fois comme marque d'imprimeur et également sur des reliures, que l'on achète à l'enseigne du pot cassé. Voici le premier livre commandé par Tory et vendu dans sa boutique. Comme il ne possède pas encore de presse, il a fait imprimer chez son ami Simon de Colline, l'un des grands typographes du quartier latin. Tory a financé l'ouvrage, c'est donc lui qui reçoit le privilège qui le protège. Un privilège exceptionnel, parce qu'il s'agit en fait du premier copyright pour une œuvre graphique. Cet exemplaire des Heures de 1525 de Tory se distingue par son extraordinaire page de titre enluminée, attribuée à Étienne Collot et représentant un atelier d'imprimerie. Dans ce livre d'heures manuscrit, à l'usage de l'abbaye Saint-Pierre de Lagny, sans doute commandé par le nouvel abbé Jacques Aubry, l'artiste a repris une composition des Heures de 1525 en la s'agissant. Le roi David en prière, qui marque l'ouverture du chapitre des psaumes, est placé dans un paysage garni d'un bâtiment antiquisant. 2 ans seulement après la parution des Heures de 1525, Tory est déjà à la recherche de nouveaux amateurs pour ses livres d'heures. Il part dans une nouvelle direction, à la moderne cette fois, c'est-à-dire inspiré de manuscrits français et flamands. Les bordures ne sont plus ornées de rinceaux, de candélabres et de cartouches, mais de fleurs et de fruits au naturel. Les scènes principales, tout aussi chatoyantes, figurent des personnages aux attitudes souvent outrées et aux costumes exotiques, sur un fond de ruines antiques déchiquetées. Antique, moderne, grand ou petit, le livre d'heures vu par Tory prend toutes les formes. Avec ses heures de 1530, il réalise un petit bijou aux gravures fines et élégantes. Il semble cette fois avoir travaillé en collaboration avec un artiste néerlandais installé au service de la mère de François Ier, Louise de Savoie. Lorsque Geoffroy Tory entreprend de rédiger l'ouvrage qui deviendra le Champfleury, il se fait le passeur des idées qui commencent à naître un peu partout en Europe, et notamment en Italie. L'un de ses ouvrages de référence est le superbe traité du mathématicien Luca Pacioli, pour lequel Léonard de Vinci est réputé avoir fourni des illustrations. Après avoir longuement disserté sur le nombre d'or et les polyèdres, il propose un alphabet romain tracé à la règle et au compas. Tory s'en inspirera très largement, tout en ajoutant des connotations morales à ce qui n'est au départ qu'une ambition de retrouver la pureté des proportions antiques.
cette norme typographique sert en même temps de support à des digressions savantes et à des explorations graphiques, laissant libre cours à l'imagination. Mise en page inventive, motifs iconographiques nouveaux, usage symbolique inédit. L'ouvrage s'achève même par une succession de polices déclinant toutes sortes d'alphabets et de graphies dans une célébration de la variété et de l'invention plastique. Après la publication du Chant fleuri, Tori se rapproche de la cour en éditant une petite série d'occasionnels commémorant les nombreux événements royaux qui se succèdent de 1530 à 1531. Le libraire apporte un grand soin graphique à ses réalisations de prestige. C'est visible dans la typographie de ce livret qui décrit le sacre de la reine Éléonore en 1531. Non seulement Tori obtient pour cette plaquette la primeur d'un nouveau caractère, le gros romain aldin tout récemment gravé par son ami Simon de Colline, mais il y introduit un caractère exogène, emprunté sans doute à une fonte espagnole, le premier cécédille de la langue française. Dans le programme culturel de la monarchie des Valois, la traduction en français de textes antiques est considérée comme un moyen privilégié d'honorer l'idiome national. Tout naturellement, François Ier confie à son imprimeur officiel le programme éditorial planifié pour diffuser les traductions d'histoire grecque de Claude de Seyssel, commandées par Louis XII mais restées manuscrites. Tori réalise là sa plus importante commande officielle, pour laquelle il met au point une présentation aussi sobre que majestueuse, faisant un bel usage des blancs et de grandes capitales romaines. L'exemplaire présenté ici est sans doute celui qui a été offert à François Ier. Geoffroy Tori va plus loin encore dans la défense du français en mettant l'excellence de sa composition typographique au service d'une œuvre littéraire contemporaine de premier plan. Celle du poète officiel de François Ier, Clément Marot, qui lui confie les premières éditions autorisées de ses poèmes. Geoffroy Tori porte le titre d'imprimeur du roi à partir de l'automne 1531. Cette distinction s'explique en partie par ses relations à la cour de François Ier, où il a su faire apprécier ses livres modernes à plusieurs grands dignitaires. Mais elle incarne aussi l'officialisation d'une politique culturelle de l'imprimé reposant sur l'affirmation de la langue française. Une politique dont Tori avait en quelque sorte écrit le manifeste avec son Chant fleuri.